contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Depuis quand êtes-vous un expert en astrophysique thermonucléaire? Hier soir. Yippee-ki-yay, pauvre con. Où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient? Donc moi c'est Chris et je suis accompagné de mes acolytes aujourd'hui. Donc ils rêvent d'écrire un teen movie qui se passerait au Puy du Fou. C'est Flo. Salut Flo, comment tu vas? Eh ben, dis-toi que j'ai déjà la trame. En fait, ce serait un gourgandin et une gourgandine qui se rencontreraient par mégarde. Et par la force des choses, il y aurait le roi qui interviendrait pour son droit de cuissage et ça promet une belle gaudriole. Bah, il l'a déjà fait, Philippe de Villiers a déjà violé son neveu, donc... On s'en fout. C'est ce qu'on appelle une histoire de famille. Voilà, exactement. Voilà. Et ça se passe comme ça en Vendée. Voilà, on va appeler ça Frenchy Pie. Bon, il y en a un, ses teen movies préférés sont ceux où les jeunes se font couper en morceaux par Michael Myers ou Jason, et c'est Storm. Ça va Storm? Oui, ça va très bien, merci. T'aurais préféré un teen movie comme ça aujourd'hui? J'avoue que le teen movie c'est pas forcément trop ma came, ça c'est une vérité. Oui, mais toi tu fais l'effort d'être là, contrairement à Jess. Ah bah bien sûr, attends, quand même. J'avais un réel empêchement lors du dernier enregistrement, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Alors que Jess, on sait très bien que rien. C'est juste la flemme. C'était le point de Jess. On t'aime bien. Chris, pourquoi il m'ennuie tout le temps au début d'émission? Pourquoi? Parce que t'es pas là. Et tu fais la cuisine anglaise. Voilà aussi. C'est vrai que le plat qu'on a vu passer là, fouf. Voilà. C'était pas anglais, mais bon. Ah ouais. J'ai vraiment, quand elle a dit ce que c'était, j'ai dû aller zoomer. Ah ok, c'était du poisson. Ah oui, un poisson. Mais ça rappelait les inconnus à l'hôpital. Fais gaffe, il a tout vomi. Non, il a pas encore touché. Mais bon, on l'aime quand même, hein, Jess. Il rêvait d'avoir le premier rôle dans Grease, mais quand il a postulé, on lui a dit que c'était déjà pris par Olivia Newton-John, et c'est Tom. Salut Tom, comment tu vas? Salut Chris, salut les amis, ça va bien? Tu vas bien toi, ou tu as un problème de main aujourd'hui? Ouais, j'ai un problème de doigt, effectivement. Je suis passé à la clinique cet après-midi, mais ça va mieux. Enfin, on verra. Si je serre les dents et que vous m'entendez beaucoup moins pendant le podcast, c'est que la douleur s'est réveillée. Oui, parce que ce qui sera peut-être bien pour les oreilles chastes de certains. On rappellera le contexte, hein. Un cheval, un grand mappa, une clinique vétérinaire, voilà. Exactement. La recette du bonheur. Flo, de quoi on va parler aujourd'hui? On l'a un peu de film. De film? Ah oui, depuis quand on parle de film dans Qu'est-ce qui devient? Je sais pas, c'est relativement nouveau. C'est vrai qu'avant on parlait pas du tout de ça, on parlait surtout de grande littérature. Guy de Maupassant, Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes. BHL. Mais là, c'est vrai qu'on va se démarquer un petit peu et on va faire un truc nouveau dans tout ce qui est le monde du podcast, c'est-à-dire qu'on va parler de films. C'est vrai qu'il y a c'est assez original. Hein, des podcasts ciné, ça manque. Ouais. Bah c'est pour ça, je pense qu'on peut se démarquer et être assez originaux pour cartonner, quoi. Donc un podcast sur la transhumance. Non, ça, il y en a trop. On va parler de quelle sorte de film aujourd'hui? On va parler des teen movies. Tu poses la question à qui? J'avais commencé à Flo avant qu'il parte sur ses élucubrations. Je pensais à Jess. Jess, peux-tu répondre? Eh ben voilà, non, puisque tu n'es pas là. Donc non, aujourd'hui nous allons parler des teen movies, donc des films qui abordent un petit peu tous les émois adolescents et la question de l'adolescence. Voilà, et donc on en a pris plus ou moins un par décennie. Ou alors il y en a un qui est vraiment juste en dessous de la décennie d'après, mais on va voir comment les films ont été traités, les ados ont été traités au cinéma à travers les décennies.
voir que entre Grise et Projet X, il y a une grosse différence, n'est-ce pas, Storm? Oui. Voilà. C'était Storm. Il n'y a pas de John Travolta. Ouais, c'est pas la même bande son. Voilà. Ça change pas mal. Depuis qu'il a un autre podcast, voilà, il n'en a plus rien à foutre. Hein, il vient. Là maintenant, il s'en bat les couilles. Hein. Ah mais il a battu son quota de parole là, 5 heures et quelques pour un. Ah mais après c'est peut-être plus Gravelax qui parle, tu me diras, mais bon. Ah, Gravelax me manque beaucoup, hein. C'était un de mes préférés ici, mais c'est vrai que des fois il faut l'arrêter. Allez, ça fait plaisir pour nous. La bonne soirée. Salut. J'ai dit un de mes préférés, j'ai pas dit mon préféré. Merci d'être venu, voilà. Mais des fois, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. 5h40 d'émission. Waouh! Vous avez fait fort. Si vous avez un long trajet, monsieur et madame les auditeurs, vous mettez l'épisode de Jess et Storm. Un long trajet en voiture. Tellement fun en plus à écouter sur un long trajet. C'est un bon film. Donc, préparer les cordes pour 5 heures. C'est avec les enfants, profitez-en. On va essayer de faire plus court, hein. On va essayer de faire plus court. Donc, je vais pas inviter Gravelax aujourd'hui. Et donc, voilà. Écoutez, on va commencer par le premier de notre liste, hein, qui est sorti en 1978 et qui s'appelle Grise ou Brillantine au Québec. Brillantine. Oui, c'est vrai, Brillantine. Je suis sûr qu'une fois retapée, ta bagnole tombera toutes les filles. Et moi, je suis sûr qu'aucune fille montera dedans avant d'être tombée. Allez, au moins, il pige vite. Hé, Zico, j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui. Sandy! Danny! Sandy, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je te croyais reparti en Australie. On a changé nos projets. Oh, ça alors! C'est la vie, ça, mon petit. Et la vie, tu sais ce que c'est. Ça va et ça vient. Y a rien à y faire. Danny? Oui, c'est mon nom et tu vas l'user. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Tu me demandes ce que j'ai, moi, mais c'est toi qui tournes par an. Qu'est devenu le Danny que j'ai connu à la plage? Ah ouais, j'en sais rien, ça me passionne pas peut-être. Peut-être bien qu'il y a 2 Danny Zuko. Passe une annonce dans le journal à la rubrique disparue, ou alors jette un coup d'œil dans le bottin, on sait jamais. Je ne veux plus te voir et je voudrais ne jamais avoir posé les yeux sur toi. Voilà, un film avec John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway et Barry Pearl, entre autres, et plein d'autres jeunes qui sont vieux maintenant. Oui. On va demander à Storm de nous faire le résumé de ce film. Non, ça va, le résumé est facile. Donc nous avons Olivia Newton-John et John Travolta. Donc j'ai plus leur nom par contre dans le tête dans le film. Danny et Sandy. Voilà, Danny et Sandy qui ont un amour de vacances, et donc qui se perdent de vue après les vacances, et en fait, quand ils retournent au collège, ils se retrouvent dans le même collège, et donc on va suivre leur péripéties d'histoire d'amour, parce que bien sûr, John Travolta, c'est un méchant, il fait partie. C'est un loupard, un vrai loupard, un blouson de cuir et tout. Attention. Et, avec les perfectos, le peigne, tout ce qui va bien, quoi, la banane. Total. Et donc il ne veut pas montrer à ses amis que c'est un cœur tout gentil en fait. Et donc on va suivre les péripéties de ce couple-là, quoi, en comédie musicale bien sûr. Et est-ce que tu aimes ce film? Est-ce que ces comédies musicales-là t'ont fait chanter et danser chez toi dans ton canapé? Alors objectivement c'est pas ma cam. Après la BO marche super, ça on peut pas y enlever. C'est que les zik elles marchent, elles sont sinon on les entendrait plus maintenant. Et les 2 titres phares ça marche très bien. Après, où je suis plus mitigé dans le sens où c'est de vraie comédie musicale pour le coup là, donc qui est tiré d'ailleurs d'une comédie musicale de Broadway. Donc alors c'est pas vraiment, pour moi c'est même pas vraiment un film entre guillemets, c'est vrai, on est vraiment sur une comédie film, enfin vraiment une comédie musicale filmée avec par exemple la scène du bal qui dure je crois facile 20 minutes, je crois au moins 20-25 minutes avec le concours de danse quand il passe à la télé et tout, c'est un truc de dingo quoi. Après c'est pas ma cam quoi, voilà. C'est la technique est là, ça danse super bien, ça chante super bien, pour moi voilà.
J'en ai pas plus à dire sur ce film. Les anecdotes me font plus sourire pour le coup quand j'ai lu des trucs qui m'ont fait rigoler, genre 100 000 chewing-gums ont été utilisés pour le tournage du film. Ça me fait délirer quand j'ai vu ça quoi. Ce qui est rigolo c'est les ressentis aussi au niveau des âges quoi. Ils sont censés jouer des collégiens de 17-18 ans. Alors je crois que Travolta s'en sortait pas trop mal. Je crois qu'il avait 22 ou 23 ans à l'époque du tournage. Alors qu'il en paraît 48 mais et Olivia Newton-John je crois elle en a déjà 28. Et puis celle qui fait Rizzo, elle en a l'actrice, j'ai noté son nom, mais je sais plus son nom. Non, quand même pas. Non, elle a 34 je crois. Elle en a 34. Je fais waouh. Et puis nous on se plaint que maintenant dans des comédies de teenage pareil. Donc en fait ça a toujours été. Oui non ça a toujours été. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Référence à notre épisode sur les gaous. Chapeau les mecs, parce que moi et les secpas. C'est pas bien quoi. Et les secpas ou des mecs de 45 ans jouaient des mecs de 13 ans. Ouais, j'ai quand même voulu voir ce que c'était ce truc-là. Ouais, non. Moi j'ai pas regardé secpas par contre. Mais j'ai regardé. C'est pas grave, ça t'inquiète. Waouh. Ouais, je dirais pareil. Enfin bon. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en point t'avais comment il s'appelle Henry Winkler qui a failli jouer le rôle de John Travolta et puis au final il a pas voulu apparemment parce qu'il avait peur de se retrouver catalogué dans ce rôle de loupard en permanence quoi. C'est bizarre. Ouais donc c'était Fonzie dans Happy Days pour et finalement il a fait son coup ce que il a pas fait grand chose derrière c'est quand même pas de bol. Il aurait mieux fait de rester là-dessus. Ouais mais ensuite il s'est orienté vers la production quand même donc il a été producteur derrière. Ouais mais derrière est-ce que s'il l'avait fait est-ce que sa carrière aurait décollé, est-ce que le film aurait eu le même impact, on sait pas ça. C'est ça. Ouais, peut-être, ouais. Oui, parce que Travolta, il n'y a pas eu que ce film-là, il y a eu La Fièvre de samedi soir, où il y a eu ces vrais talents danseurs qui ont... La Fièvre du samedi soir, c'était avant... Oui, c'était avant, donc c'est vraiment ces talents de danseurs, on fait... c'est ce qu'il a fait connaître, lui, à l'époque, ces talents de danseurs et chanteurs, quoi. C'est ça qui l'a emmené... Et quand on voit où il a bifurqué après, c'est vrai que c'est assez rigolo, quoi. De commencer comme ça, après le mec, il part complètement ailleurs. Allô maman ici bébé. Allô maman ici bébé, voilà, ça c'était pas quand même c'est pas foufou mais c'est Tarantino qui l'a complètement remis en selle derrière avec Pulp Fiction. On a un épisode sur Travolta où on est plus si vous voulez vers les rôles de méchants. C'est clair, dans notre épisode Travolta, si vous voulez voir un peu comment il est redescendu pour bien remonter, pour redescendre après. Mais voilà, c'est un chouette épisode. Bon, on va aller voir vers Flo. Flo, c'est ta cam. Normalement ouais, c'est ma cam. Je dis bien normalement, j'aime bien tout ce qui est comédie musicale, vraiment. Le Peak of Destiny. Et tu trouves ça drôle, vraiment? C'est comédie musicale, c'est pas la même chose. Non, là c'est pas drôle, c'est surjoué. Alors effectivement, c'est beau, c'est bien fait, c'est l'Amérique des années 50, c'est des loupards, mais ça marche. T'as l'impression qu'ils ont un balai dans le cul. Mais les démarches sont exceptionnelles quoi. Ah non, les démarches sont exceptionnelles. Enfin cette amitié aussi entre John Travolta et son meilleur ami qu'ose pas se faire un câlin parce qu'on est des bonhommes, on montre pas nos sentiments, tout ça. C'est plein de trucs où effectivement, je rejoins Storm, la BO, tu peux rien dire. La BO, elle est encore présente, elle est indémodable, machin. Mais le film pour moi, il baigne dans son jus et le fait que ce soit un film des années 70 qui veuille représenter les années 50, tu fais waouh, c'est dur. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire. Alors, pourtant ça a été élu meilleure comédie musicale de tous les temps. Vachement bas la race. Ouais, mais c'est la BO qui fait ça. C'est la BO. Si t'enlèves la BO, le film, je pense que t'en parles plus maintenant. Si t'as passé la BO, c'est ça. Et en vrai, je pense que tu le regardes sur scène, ça a un autre impact que là, parce que là t'as tous les lieux, ça change machin. Que sur scène, ça doit être beaucoup plus dynamique. Et déjà là, c'est pas mal dynamique, je trouve. Mais là, c'est encore ça doit être encore plus dynamique et ça doit encore envoyer plus. Donc, je pense que c'est ce qui gêne un peu, c'est que c'est joué de façon théâtrale pendant le film. Bah ouais, mais pas assez. Enfin, pas assez ou trop. Ou trop. Ça dépend. Pour moi, non, mais bien sûr, c'est un entre-deux. Ensuite, film des années 70 qui dépeint les années 50, sinon t'as Le Parrain. Beaucoup mieux dans le genre. Au choix. Mais c'est pas une comédie musicale. Bien, alors les chansons c'est moins musical Le Parrain, effectivement. Mais c'est moins comédie. Le thème est fort du Parrain. Ouais.
Donc toi, Tom, tu as vu ce film à sa sortie, hein. Parle-nous-en, qu'est-ce que ça représente? Évidemment. Bien sûr. Il avait déjà 28 ans. Hein. Voilà, moi j'avais la petite trentaine effectivement quand ça lui rappelait sa jeunesse, c'est vraiment les années 50 sont bien représentées, Tom. Oui, bah de toute façon, les années 50, oui, c'était ma prime jeunesse. T'étais à la commémoration du débarquement de toute façon là. J'étais honoré, hein, je faisais partie de ceux à qui on a remis la Légion d'honneur quand même, et c'est pas rien, j'ai versé et ma du petite mérite agricole, les deux. Oui, les deux, tant qu'à faire. Alors, tu crois pas si bien dire, Chris, parce que j'ai vu ce film au cinéma. T'es sérieux? Oui, et je sais plus, c'était dans fin des années 90, il y a eu une ressortie pour, ça devait être en 98, je pense, pour les 20 ans du film. Et ils ont fait une ressortie, France, sur les gros cinémas des grandes villes et tout, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, je l'avais pas vu auparavant, j'en avais effectivement beaucoup entendu parler, et je me suis dit, tant qu'à faire, autant profiter d'aller voir ça sur grand écran. Bizarrement, la salle était clairsemé, hein, on n'était pas hyper nombreux. Donc comme les cheveux de John Travolta maintenant. Voilà, l'engouement était probablement un peu retombé, je pense. Voilà. Je rejoins les critiques qui ont été faites. Hein, c'est sur le dynamisme, la musique, etc. Il y a rien à dire. Effectivement, ensuite un film effectivement des années 70 qui dépeint les années 50. C'est comme la série Happy Days en fait. Hein. C'est presque du. On peut faire le parallèle entre les deux, ce qui est un petit peu caricatural dans la façon de parler, dans la démarche. Voilà. Puis les mecs, tu les vois avec des pantalons trop courts, des chaussettes blanches. Enfin voilà, il y a des trucs qui te font bien marrer quand même. Ça clope pas mal. Hein. Et ça clope, oui. Autant les chewing-gums, oui, je savais pas. Autant la clope, oui, on doit se rapprocher de la consommation de Peaky Blinders, je pense aussi. On était dans les mêmes années à peu près. Voilà. Oui. Et non, ensuite, ce qui est quand même bien, faut le dire, c'est d'avoir casté deux personnes qui chantent bien. Olivia Newton-John, de toute façon, elle était c'est mieux pour une comédie musicale au départ. Oui, parce que elle a même fait dans quelques semaines, on parlera de parking et c'est autre chose. Non, mais j'aurais pris Jules, ça aurait été différent, quoi. Quand l'acteur ne sait pas chanter, c'est autre chose quand même. Hein. Donc, tu sens la différence. Et donc oui, et Travolta aussi qui a son talent d'acteur et qui en plus chante plutôt bien, donc c'est pas dégueulasse le connard. Hein. Ouais, ça il tient bien. Il sait faire. Oui, puis et très malin de la part de Tarantino d'avoir juste exploité pendant quelques secondes juste sa capacité à danser sur quelques pas comme ça, pour nous rappeler un petit peu que il savait y faire quand même le bonhomme à l'époque. Donc j'ai bien aimé ce film. C'est pas la plus grande comédie musicale de tous les temps, hein, loin s'en faut, mais c'est un film, ça passe plutôt bien, c'est assez agréable à regarder. On n'en garde pas un souvenir impérissable non plus. Je pense que notamment en termes de film de danse avec Travolta, moi j'ai largement préféré La Fièvre du samedi soir. Je trouve que ce film est déjà beaucoup plus de choses à raconter, et puis et c'est en plus un film déjà. Oui, aussi. Et puis t'es un grand fan des Bee Gees aussi. On l'a déjà appris plusieurs fois. De toute façon, moi, tu me mets de la disco, je suis le roi de la piste de danse. Hein. Ça, c'est une certitude. Voilà. Moi, perso, c'est un film que je trouvais déjà vieillot quand j'étais petit. Donc, début des années 80, il y avait la VHS. Enfin, je suis né début des années 80. Puis il y avait la VHS qui tournait. Et puis, je trouvais déjà ça vieillot. J'avais du mal. Maintenant, il a un petit côté sympathique, mais le jeu de Olivia Newton-John m'énerve pas mal. Elle est dans le trop. Je trouve qu'elle est dans le trop tout le temps. Sauf quand elle est en cuir. Sauf qu'elle est en cuir. Avec le fameux pantalon. Ouais, quand elle est en cuir, elle est pas dans le trop. Excuse-moi, on en redemande. Je parle de quand elle parle. Quand elle parle, non, elle est dans le trop. Et voilà, c'est un film que, mon avis, j'avais déjà donné dans l'émission Travolta. Là, on en parle avec des nouveaux avis. Et on va voir, pour vous, est-ce que la jeunesse est bien traitée dans ce film? Est-ce que ça a l'air réaliste ou... faudrait demander à Tom qui était vivant à cette époque-là. Mais... Oui, je pense que je suis le plus indiqué pour parler de la jeunesse dans les années 50, effectivement. Les couleurs sont flashy, c'est chamarré, c'est bigarré, mais est-ce que ça représente bien la jeunesse des années 50? Honnêtement, j'en sais foutre rien.
Je pense qu'on est plus sur une représentation idéalisée des années 50 et peut-être même aller jusqu'au cliché parce que c'était peut-être fait pour pas vendre qu'aux États-Unis mais à l'international, donc fallait que ça parle au plus de monde possible. Donc on est peut-être un peu sur de la représentation un peu cliché de la jeunesse des États-Unis à cette époque. Je pense. De toute façon, il y a des chances, tu vois tous les castings, il y a pas un gros, il y a pas une moche, il y a pas un moche, enfin c'est tout est over pimpé total, donc aussi il y en a un, il a des lunettes C'était la représentation dans les fin des années 70 années 80 aussi, voilà. T'avais pas cette diversité qui s'imposait en fait c'est sûr lors des castings. Tu referais le film maintenant, oui, il serait vu différemment, même en disant on représente les années 50, je suis sûr que t'aurais pas du tout le même truc, oui, ça c'est clair. Après, Spielberg, quand il a fait son remake de, ça y est, le nom m'échappe. De West Side Story. De West Side Story, effectivement, tu sens qu'il a travaillé son casting pour que ça colle plus à la réalité, alors que sur le casting original, t'avais pas un portoricain dedans, quoi. Si, une qui était la femme de ménage, quoi. Oui, mais c'est normal, elle est portoricaine. Non, après moi je te dis ce qui me fascine le plus sur ce film, c'est tout ce que tu lis autour, les anecdotes, t'as des trucs de fou quoi. Au niveau des castings, ils avaient auditionné Carrie Fisher apparemment, ou ils voulaient Carrie Fisher quoi, dans le rôle de Olivia Newton-John. Ça quand même. Elle avait 19 ans, 19-20 ans à l'époque, donc oui. J'ai vu ça. Qu'est-ce que j'avais vu lui aussi, j'ai vu que celui qui joue j'ai même pas fait gaffe. Il a fallu après effectivement quand tu revérifies, mais faut le savoir, celui qui joue le petit ami de remplacement de Sandy, le footballeur là. Oui. Eh ben c'est Lorenzo Lamas. Mais non. Oh putain, c'est le rebelle. Les mecs, c'est le rebelle quoi. Donc c'est ouf quand tu vois un truc comme ça, c'est le rebelle quoi. Putain. Vous le saurez maintenant, vous le verrez plus pareil. Tu dis merde, normalement incroyable. C'est vrai, je veux revoir le film c'est Lorenzo Lamas. C'est Lorenzo Lamas, je te jure, moi aussi j'ai été vérifié, je me dis c'est pas possible quoi. Putain, mais t'as l'impression qu'il a 25 ans quand il fait le rebelle et c'est dans les années 90, il avait pas 10 ans à l'époque. C'est ouf. Non, il devait avoir 17-18 ans, je crois, un truc comme ça quoi. Ah, c'est barjou ça. Ah la vache. Moi ça m'a fait halluciner quand j'ai vu ça aussi. J'ai été revérifié, je dis ouais putain. Puis effectivement, tu regardes, tu vois des photos, tu dis quand tu le sais, tu dis OK, d'accord. Mais ça c'était ouf ça. Trop fort. Je sais pas si on va s'attarder longtemps sur ce film parce que tout le monde le connaît bien et puis on en avait parlé. Résumer, écouter la BO, c'est mieux. Ouais, oui, exactement. Ça vous évitera de passer sur tous les moments où ça dialogue et ça sert à rien. Sauf si vous voulez voir Lorenzo Lamas. Parce que au final, quand tu reprends le truc, effectivement, c'est sur cette histoire d'amour, mais c'est ni plus ni moins qu'une année scolaire. Et c'est tout. Enfin, il y a des moments, c'est plus du remplissage. Quand tu regardes John Travolta, quand il est en train de faire du sport. Non, mais même quand il est en train de tester tous les sports, tu fais, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Parce que moi, le bal, c'est long, mais t'as une démonstration de danse. T'as mais c'est ça. T'as un truc et mais c'est pareil, ça n'amène rien dans l'histoire à part un petit truc de jalousie d'Olivia Newton-John envers John Travolta parce qu'à la fin il est résolu pour le coup en plus. Mais au final il y a pas d'impact sur l'histoire en elle-même parce que c'est juste une année puis à la fin tout est bien, c'est bon, nickel, allez on va tous coucher ensemble, c'est génial. Voilà. Et dans la vie c'est pas comme ça, j'ai eu plus ou moins ça m'arrivait en Espagne d'essayer de coucher avec tout le monde. De coucher avec tout le monde à la fin d'une soirée. Ça s'appelle des prostituées. Non, mais j'étais en Espagne et puis ça s'appelle une partouze, oui. Un jour, je vais avoir 16 ans et on me dit il y a une Belge qui est là aussi en vacances et puis j'ai vu la Belge et puis c'était Jess. Tout ça. J'ai dit non. et puis il y a le retour en Belgique quoi. Mais moi j'avais donné un faux numéro parce que j'avais 16 ans, j'étais un connard, je me dis je vais pas c'était ta voisine. De vacances. Non, presque pire que ça, c'est que il y a eu la rentrée scolaire et elle était dans l'école quoi. Elle est arrivée en nouvelle dans l'école, c'était elle quoi. Et là en fait c'était ta sœur. Eh oui. Et puis mais on s'est pas revu, on n'est pas tombé hyper amoureux, on n'a pas fait des chansons avec la musique qui s'allume toute seule quand on parle avec les copains. Non, c'était plus un gros malaise en fait pendant toute l'année scolaire. Mais voilà, c'était une petite anecdote perso. Bon, qui faisait les commentaires sur ce film, cet homme. Écoute, fais les commentaires. C'est de la merde. Quoi? Sire, c'est ça votre spécialiste? Allez, non mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
Alors, Grease, j'ai un commentaire 5 étoiles d'un visiteur. C'est une comédie musicale géniale, tout simplement. Alors oui, parfois c'est un peu cucu, mais on se régale de voir tout cet univers avec une BO excellente. Sandy a des faux airs de Mew Mew, c'est hallucinant. Non, vraiment, à ne pas manquer. Ok. Plus Mew que Mew Mew. Plus Mew que Mew Mew, je pense, effectivement. Mew Mew. Et un commentaire de Roub E, 0,5 étoiles. Quelle horreur, j'ai vécu plus de 30 ans sans avoir vu Grease et je ne savais pas à quel point j'en étais heureux. Pour faire court, c'est une comédie musicale avec des acteurs de 40 ans censés jouer des lycéens. La palme revenant à l'actrice qui joue Rizzo, censée tomber enceinte alors que sa ménopause paraît bien compostée. La violence. C'est pour ça que j'ai pris c'est pour ça que j'ai pris ce commentaire parce que j'ai trouvé que c'était une violence tellement gratuite. Des chansons tellement niaises qu'à côté, Laurie pourrait passer pour Barbara. De toute façon, elles sont massacrées par des acteurs qui chantent faux. C'est consternant, par moments drôle tellement c'est benet. Et quand on voit la démarche de Travolta qui semble s'être tapé l'intégrale d'Aldomation juste avant le film, oui, heureux les innocents qui n'ont pas encore vu Grease. Oui, ok, démarche d'Aldomation. Mec qui a écrit ce commentaire-là, si tu veux postuler pour faire du podcast, envoie-moi ton CV parce que les punchlines elles fusent. Non mais le gars, c'est un gars de la Star Academy ou enfin. Le gars, ça chante faux, non, ça je suis pas d'accord. Fais mieux, vraiment fais mieux, en fait. Oui. Il chante bien là-dessus. Ce que tu peux pas reprocher, c'est le chant et la danse. Bah oui, non, c'est clair. Pour le coup. Voilà. Parce que c'est hyper bien chorégraphié en plus, donc non, va te faire foutre, c'est tout. Voilà, bah écoutez, on va arriver. Voilà pour les commentaires. Ah oui, t'avais encore, t'en as Non, c'était tout. Ok, eh ben on va arriver à un autre film qui pour moi, on monte d'un niveau avec un film culte de John Hughes qui est Breakfast Club. Bon, très bien. Tout le monde est là. Félicitations, je vois que vous êtes à l'heure. Excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur. Je sais qu'on est en retenue, mais je crois que ma place n'est pas ici. Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 7h54 pour réfléchir aux raisons de votre présence ici. Vous avez tout le temps de méditer sur vos fautes. Les conversations sont interdites. Vous ne bougerez pas de vos sièges. Et vous, interdiction de dormir. Donc un film sorti en 1985 avec Jules Netson, Molly Ringwald, Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Alice Shelley et Paul Gleason. Flo va nous faire le résumé de Breakfast Club. Fais-le à l'ancienne. Fais-le à l'ancienne quand on te demande un résumé. C'est des jeunes qui sont en prison. Voilà. Et il crée un club de petit déjeuner. Ouais, voilà. Ouais, de toute façon, on en reparlera, mais publicité mensongère, vraiment. Non, c'est un déjeuner. Mais voilà. Un petit déjeuner. Voilà. Non, mais en gros, c'est des jeunes qui sont en heure de colle et ils doivent rester. Ouais, ils sont en colle. Ça, d'ailleurs, j'ai pas compris. Toute la putain de journée. Wow, c'est ils rigolent pas, l'école chez eux. Ah ouais, non. Et nous, c'était par tranche de 2 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était comme ça, l'éducation avant. Maintenant, et on ne les punit plus. Maintenant, on a plus le droit. Regarde où on en arrive maintenant. Regarde, il y a eu des résultats d'élection le jour où on enregistre. Parce on qu'il en n'y a arrive plus au SECPA, bordel. Ouais, on en arrive au SECPA. Oui. On aurait dû le faire en teen movie, ça aussi. Les SECPA en teen movie, ouais. Écoute, on comparera les SECPA au ski. Les plus récents au SECPA, et on verra bien. Flo, Breakfast Club, toi, donc, t'étais même pas né, je pense que non, t'étais pas né quand c'est sorti Breakfast Club, pardon, pas la SECPA. Est-ce que tu t'es retrouvé un petit peu dans cette adolescence ou pas du tout? Alors, ce qui est bien en fait, c'est que t'as tous les, on va partir comme ça, t'as tous les clichés en fait des adolescents. T'as le loupard encore, t'as le nerd, t'as celle qui est chelou, t'as le sportif et puis t'as la populaire. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir qui tu veux, t'auras toujours quelqu'un. Populaire, toi. Moi j'étais la populaire avec mes cheveux longs et tout. Mais c'est ça qui est bien, c'est que là effectivement,
tu choisis n'importe quel personnage, tu peux te retrouver un peu dans tous les personnages, mais après voilà, je trouve à part parler, se découvrir tout ça, ce qui est déjà bien, il se passe pas non plus masse de trucs, et du coup c'est ça le coup de maître du film. Donc c'est un film de dialogue, hein. C'est un film de dialogue. Oui, non, mais alors, jeunes. Je remets pas ça en question, mais tu fais il peut se passer un truc parce que le truc vraiment qui se passe, c'est quand comment il s'appelle. Quand il se barre de la, il essaie de se barrer de la salle. Quand il se barre de la salle, voilà, c'est le summum du climax. truc. C'est le climax du film. Mais après ça montre quand même quelque chose d'intéressant où effectivement à l'époque après c'était peut-être des clichés, mais c'est souvent ce qu'on voyait dans les séries et les films. T'avais souvent des groupes un petit peu avec les populaires, ceux qui étaient un peu rejetés, machin, etc. Et le questionnement de ouais, mais là on se découvre, on est tous potes parce qu'on est en col, on est dans la même galère, mais est-ce que lundi on sera toujours potes? Et moi je trouvais le questionnement intéressant. Et je trouvais ça dommage. Surtout que l'intelligence du film, c'est qu'il n'apporte pas la réponse, évidemment, donc ça c'est cool. Alors, je trouve ça et à la fois cool et à la fois dommage. Tu vois, juste un petit 2-3 minutes, histoire de voir juste quand chacun arrive au bahut, si c'est juste des petits signes de tête, si c'est et puis basta. Pour moi, c'est la façon dont ils montent dans la voiture, qu'ils voient leurs parents. Où on peut voir un changement. Ah oui, c'est logique. Donc pour les gens qui n'ont pas vu le film, pour approfondir un peu, donc les jeunes ils se retrouvent là, ils ne se connaissent pas vraiment, ils sont dans la même école. Au début, ils se chamaillent un peu jusqu'à se découvrir, jusqu'à commencer à parler, jusqu'à ce qu'on voit leur fêlure, leur faiblesse. Et puis il y a un attachement qui se fait entre eux qui n'était absolument pas prévisible dès le début du film. Et le film ne se passe du fait de leur différence. Voilà, et le film ne se passe qu'en une journée de colle. Et quand on se dit qu'on va voir un film comme ça peut paraître long. On se dit waouh, à huis clos dans une salle de colle. Et en fait, John Hughes est un génie. Je crois que c'est le réal qui a le mieux touché l'adolescence dans ses films. On se rappellera de Ferris Bueller. Ferris Bueller, par exemple. Et donc John Hughes nous a pondu un vrai chef-d'œuvre dans. Après, effectivement. Excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, mais je trouve, mine de rien, je trouve les personnages assez authentiques et assez crédibles en fait. Donc c'est la grande force du film. Hein. Après, de toute façon, le but du film, c'est pas qu'il se passe quelque chose. Hein, non, c'est clair. C'est une remise en question des personnages. Enfin, ouais, une remise en question, puis une ouverture surtout. Ouais. Des personnages des uns envers les autres et où tout le monde a, malgré sa façade, comment dire, son impression de façade qu'elle rend, qu'en fait tout le monde a ses problèmes, même là, que ça soit la populaire, en fait derrière c'est la merde parce que dans sa famille ça va pas, ils en ont rien à foutre de sa gueule, tout le monde, elle sert juste de balle de ping-pong pour qui sera le mieux vu. Entre le sportif, tu crois que tu sais tout beau, puis au final non, c'est pas son rêve à lui et c'est son père, enfin ainsi de suite quoi. Effectivement des choses qui pourraient paraître clichés, mais qui existent, que ça soit dans le sport, dans la musique, tout ça. Moi, j'ai vu des trucs comme ça où genre on va pousser quelqu'un qui est bon en sport, on va le faire tout pour qu'il y aille, ou même niveau zik, j'ai vu des gens et c'est même carrément tu redonnes plus ou moins, tu transposes ta passion que soit toi t'as pas pu faire, même des fois à ton gosse quoi en fait. Et c'est là que pas sur tous les persos, mais sur certains. Et le film est très intelligent, beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Effectivement, le pitch de base sur la colle, enfin sur le huis clos pourrait paraître un peu hermétique, mais si on arrive à passer au-dessus de ça et que on regarde vraiment les persos et l'évolution des persos, même s'il y a des ficelles qui sont un peu gros, je le trouve, entre les limites, ils vont se poignarder au départ et puis à la fin ils finissent entre guillemets ensemble pour certains. En 7 heures, ça fait un gros revirement de situation parce que c'est clair. C'est comment il s'appelle Nelson? Non, j'ai un trou sur les noms. Putain, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Lequel? Celui qui le loupard. Bender. Bender, pardon, oui. C'est un robot en plus. Je veux dire, le mec, il est chou patate, avec c'est du harcèlement total, hein, qu'il fait. C'est un truc de dingue. Attends, il aurait pu être joué par Nicolas Cage, John Cusack, ou par Nicolas Bedos. Attends, ça c'est pas fini. Jim Carrey,
Terrible. Emilio Estevez, donc qui joue l'athlète, aurait pu aussi, au départ, était pressenti pour jouer le loupard. Et pour le rôle de l'athlète, là, on était sur du Michael J. Fox, encore sur du Jim Carrey, sur Tom Cruise, Matthew Broderick ou Rob Lowe. Ouais, les classiques de l'époque. Oui, dans les filles, on avait Jodie Foster et Brooke Shields, Laura Dern et Robin Wright qui étaient pressentis quand elles étaient jeunes. Le Jude Nelson, il a failli être viré. 2 fois pendant le tournage, qui disait tellement le mec, il a harcelé justement. Alors lui, il le faisait vraiment. Ouais, voilà. C'était le rôle, la méthode. Studio, quoi. Voilà. Tu mens, on le sait. Et ça, c'est pour Storm, hein, à l'instar d'un Retour vers le futur, et ses musiques cultes. Le Don't You de Simple Mind, quand ça commence. Moi, je pense que la chanson, elle est maintenant, c'est vraiment la musique de ce film. Ce n'est plus un tube à part entière, c'est la musique de Breakfast Club. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, si on prend sur, alors là, on va, je vais faire un grand écart, mais si on prend sur tous les films qu'on va devoir traiter, techniquement, on pourrait faire une émission sur les bandes son de ces films. Ah bah oui. Rien que sur les BO. Mais là, ça va bien représenter les années, les représentatifs de leurs époques. Clairement de leurs époques, entre Grease, entre Breakfast Club et tout, et ce qu'on verra après, toutes les X sont représentatives vraiment de leur époque. Et de toute façon, pour un teen movie, le cœur du film, c'est pas forcément le propos non plus, c'est aussi la musique. La musique fait partie intégrante de tous ces films. Bah tu regardes tous ces films-là ont leur BO à part vendu à part sans problème quoi. Bien sûr parce que ça s'apparente à ce que les jeunes de leur âge écoutaient à l'époque où le film est sorti. Donc en termes de d'association voilà pour faciliter l'adhésion au film, forcément ça se c'est tellement quelque chose de puissant le cinéma et le teen movie, c'est que on le verra dans le film qu'on traitera après. Il y a des groupes qui acceptent de donner leurs royalties gratuitement pour être dans le film. Parce qu'ils savent la pub et la notoriété que ça va donner d'être joué dans un film comme ça. Bah, surtout qu'à l'époque, ça vendait des 45 tours en plus derrière. Voilà, c'était pas le numérique, c'était pas l'heure de maintenant, ça vendait quoi. Et donc, pour que les mecs se disent non, c'est bon, on vous offre le morceau pour que vous le passiez, c'est que la retombée est gigantesque. Ouais. C'est clair. Tom, tu as déjà vu ce film? Oui. Alors je l'ai vu sur le tard, vraiment très très tard. J'ai dû la semaine dernière. Non mais il y a seulement, tu vois, il y a 3-4 ans. Donc tu vois, c'est pour la première fois. Parce que j'en avais entendu parler. Classique de chez classique, effectivement. Mais c'était lui le proviseur. Et c'était moi qui avais collé les élèves. Et je les avais obligés à regarder Breakfast Club pendant leur colle et ensuite à faire une dissertation de 4 heures derrière dessus. Parce que je suis un connard. Et, alors, je vois les qualités du film, effectivement. Il dure 1h40 et pourtant en 1h40 t'arrives à rentrer quand même profondément dans la personnalité de chacun des protagonistes, et ça c'est en général un gage de qualité, parce que quand tu commences au bout du film, quand tu as cerné comment les gens sont et interagissent ensemble, c'est que ça a été plutôt bien mené. Maintenant c'est vrai que j'ai du mal, peut-être aussi parce que je l'ai pas vu quand j'avais 17-25 ans, tu vois, j'ai du mal à m'approprier le concept de film culte sur ce film-là, et du même réalisateur. Je citais tout à l'heure Ferris Bueller, que là pour le coup j'ai vu quand j'avais même pas 18 ans, et que sur lequel j'arrive à m'approprier ce film de bien meilleure façon en fait que le Breakfast Club, parce que voilà, ça correspondait beaucoup plus à la tranche d'âge que j'avais et que les acteurs avaient quand je les regardais. Donc, en même temps, t'as pas connu une adolescence comme ça. Toi, il y a des débarquements, il y a eu beaucoup de choses dans ton adolescence. Oui, c'est sûr. Il y avait la, non, mais il y avait il y avait la faim, les privations, tout les ça. rationnements, c'était chaud, hein. Les rationnements, on est bien d'accord. Comme disait Coluche. Et tout. Non, mais comme disait Coluche, à notre époque, le sandwich, c'était un ticket de jambon avec 2 tickets de pain autour, quoi. Hein. Moi, la première fois que j'ai mangé de la viande, c'est quand je me suis mordu la langue. Hein. Non, c'était pas facile du tout. Et ne rigolez pas avec ça. J'ai passé une enfance difficile, les gars, quand même. C'est pas. Ça cool, va, je vis au Puy du Fou à l'année. Je pense que niveau enfant. Oui, mais ça c'est un choix. Merde. C'est un choix. C'est chaud, ça. C'est un choix, ça. Oui, bon ok. Mais après,
On revient au film et effectivement, c'est un très bon film. Hein. Franchement, voilà, j'avais plutôt passé un bon moment en le regardant. Mais c'est vrai que cette dimension culte, voilà, elle sera jamais la même que pour certains films des années 80 que j'ai vus quand j'avais 15, 17. Non, clairement, ça c'est puis après, comme générationnel ce film. Oh, pardon. Vas-y, c'est ça où il est compliqué, c'est que si je prends même moi, il est de 85, donc moi que j'avais 5 ans, donc quand je l'ai vu, j'ai dû, je sais pas, moi je l'ai vu, j'avais peut-être 13-14 ans, donc il te représente déjà moins, tu vois. T'es à la limite, tu seras plus représenté par le film qu'on verra après, qui est plus dans tes tranches d'âge à toi, en tout cas au niveau du film, quoi. Enfin pour les personnages du film. Et puis ça reste la jeunesse américaine, hein, quand même un peu différent de ce qu'on vit en Europe, hein, quand même. C'est pas. Si tu prends le systématique cliché de la populaire des pom girl, des sports, nous on n'a pas ça en France comme ça, quoi. Donc oui, c'est moins marquant peut-être sur certains trucs. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est... Excuse-moi, Chris. Vas-y. Non, vas-y. Okay. C'est intéressant. Moi, je l'ai pas dit. Donc, toi, c'est certainement intéressant. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu le parallèle entre Grease et Breakfast Club. Qui sont pas éloignés en... Non, ils sont pas éloignés, mais ça représente les années 50 et tu te dis, en fait, c'est ces gars-là, quand ils étaient adolescents, ça faisait les loupards et tout. Mais maintenant, qu'ils ont l'âge d'être adultes et d'être, entre guillemets, des adultes responsables, ils n'acceptent plus, que les jeunes fassent les loupards comme eux pouvaient les faire. Et, du coup, je trouve ça assez marrant, ce grand écart entre les adultes qui veulent être responsables, et non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, alors que tu regardes 10 ans, 15 ans, 20 ans avant, les films c'était exactement la même chose et t'as fait les mêmes conneries, mon gars. C'est représentatif de ta jeunesse. C'est systématiquement ça. Nous on ferait pareil, je pense. Hein. On reprocherait des choses à des gosses maintenant qu'on a certainement fait. Hein. Pour moi, les plus drôles, c'est quand tu te retrouves tu rencontres des potes de ton père quand ils étaient jeunes et que t'as des anecdotes sur ton père quand t'étais gamin et que t'as ton père qui a tais-toi et t'es là waouh, t'as fait tout ça. Un jour avec ton père, on a été fumer un péco. Waouh, pas. Le gars, non, moi je suis clean. Non, voilà, c'est toujours rigolo. Moi, regret de ce film-là, c'est que j'avais fait la connerie. J'étais con en même temps, je devais avoir 18 ans la première fois que j'ai vu ce film, ou un peu avant, j'étais dans un trip film un peu plus nerveux, et après 10 minutes de film, j'ai dit, oh merde, c'est un film sur des gens en col, je le coupe. Et donc, je l'ai revu des années après, et je me suis dit, mais quel con, j'aurais dû continuer, et je kiffe ce film, je kiffe ce film, pour beaucoup de raisons. On se retrouve pas nécessairement dans un personnage, on peut se retrouver dans plusieurs personnages, même si on n'est pas loupa. C'est un peu le résumé de la fin, en vrai. Exactement. Et oui, donc, on peut même, on est des mecs, mais on peut se retrouver dans le vécu, dans les personnages féminins, on peut se retrouver, et on se rend compte que, en tant qu'ado, on n'est pas nécessairement seul, et qu'on peut en parler, et l'amitié qui se crée dans ce film-là, on la jalouse un peu. Quand le film se termine, tu te dis, t'aurais tellement aimé être dans cette salle de retenue avec eux, et il y a quelque chose qui se fait. Je trouve que les acteurs sont justes, mais il y en a pas un qui bouffe. Peut-être un peu Jude Nelson par son rôle, mais aucun ne bouffe les autres, en fait. Mais non, sinon, c'est ça. C'est des rôles équivalents, à part le rôle de Bender qui est pour moi un petit peu plus mis en avant, mais parce que voilà, c'est lui qui joue le loupard et qui est enfermé dans une salle tout seul. C'est lui qui lance tout en même temps. S'il n'avait pas commencé à agresser un petit peu Claire, peut-être que ils seraient jamais parlé, ils auraient fait le devoir que le directeur leur a demandé, et c'est lui qui a un peu lancé le film. Donc mais sinon les rôles sont vraiment équivalents, et quand le film se termine, tu les aimes tous en fait, et voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre de la comédie pour ados. Je préfère celui d'après personnellement. Maintenant, si je dois être objectif, je pense que ça peut être le meilleur film pour ados qui a été écrit, mais voilà. Bon, il y a encore quelque chose à dire sur ces films. Après c'est plus sur pareil un peu autour du film. Donc on avait tout le côté, toute la nouvelle génération de jeunes acteurs, et au final, tout le monde a pensé que tout le monde allait percer, et au final, il y en a pas un qui a vraiment sorti son épingle du jeu, quoi. Emilio Estevez, il a fait les petits champions, quoi.
Et Mission Impossible. Et puis Alarme Fatale, quoi. Non, enfin, je veux dire, voilà. Non, mais c'est toute une génération où on s'est dit, ils vont tous cartonner, et puis au final, la plupart sont tous écroulés. Parce que là, il y a eux, mais après, t'auras Roblo, tous ces trucs-là et tout. Tous des acteurs qui ont eu un très fort entre 80-95 et qui ont complètement disparu de la circulation. Ah, il y a eu des traversées du désert, mais il y a eu quelques reconversions. Oui. Ah, mais attention, notamment à Roblo dans Parks and Rec, quoi. Par exemple. Ouais, oui, après, je viens de refaire tous les films qu'on va faire, à part Travolta et Jonah Hill. Je pense que aucun acteur d'une des comédies qu'on va faire a eu une belle carrière après, hein. Quand tu vois, on va faire 6 films aujourd'hui. Je crois qu'il y en a que 2 qui ont explosé après. Ah si, il y a Miles Teller. Qui? Si, Miles Teller, si, arrête. Oui, Miles Teller, il a percé. Qui faisait commentaire sur ce film? Je pense que c'était Flo. Vas-y, Flo, fais les commentaires. C'était pas Storm et moi? Si. Storm aussi, j'avais dit pour les deux aujourd'hui, pour cette émission-ci. Vas-y, allez-y. Vas-y, Storm, commence. Non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Alors, donc j'ai un 5 étoiles de Un Visiteur. Donc, un teen movie très branché 80s qui impose des personnages pour le moins stéréotypés dans un premier temps, à savoir le geek, la fille populaire, le sportif, la névrosée et la racaille de Shanghai. Finalement, au fil des heures, De Caunes nous surprend à travers leurs différentes personnalités bien plus profondes et travaillées qu'il n'y paraît. Des personnages qui nous révèlent le mal-être de l'adolescence, des tourments de ces jeunes gens et de leur malaise produit exercé par eux-mêmes et envers eux. Un scénario ingénieux dans le genre, qui résume sincèrement les conditions des jeunes sans concession qui sonnaient juste il y a 20 ans et encore aujourd'hui. Ok, à part Racaille de Shanghai, j'ai pas grand chose à dire. Il voulait que ça rime, il cherchait une rime, je pense. Racaille, Shanghai, ok. Ouais, pas terrible. Voilà. Écoute, vas-y Flo. Allez, je vous fais le 5 étoiles moi aussi. C'est sur Letterboxd, c'est Andy qui nous dit: le seul film où il y a un mec qui s'appelle Bender qui est le mec le plus cool de la planète. Oui, d'habitude c'est un robot. Oui, ouais, c'est ça. Dire, mais le robot est cool. Futurama, quoi. Oui, le robot est cool. Le robot est super, cool. Storm, t'as 0 étoile? Ouais, j'ai un... oui, c'est un 0,5 étoiles de Gooner. Ouais, bof, moyen, plutôt moyen, même, voire moyen. Super trop long, pas drôle, pas trop rentable si vous avez payé la séance. Mais moyen quand même. Mais moyen. Désolé. Wow. Okay. Et moi j'ai un 2 étoiles et demie sur Letterboxd encore de Soup George qui dit ils ont même pas mangé de dîner. Enfin, ils ont même pas mangé de repas. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est pas faux. Donc titre mensonger, on est d'accord. Et voilà. Publicité mensongère, je quitte ce film. Vous avez encore des commentaires ou... Non, c'est bon, moi j'en ai pris 2, c'est déjà bien. Non, j'ai pas fait une secpa comme la dernière fois, c'est bon. En parlant de titre mensonger, celui d'après ne l'est pas, parce que quand je le vois, je monte le volume, c'est Pump Up the Volume, avec Christian Slater. Je ne pige pas pourquoi t'es d'un pessimisme à mourir. Je vais te le dire puisque tu veux le savoir. Je viens d'arriver dans cette ville de merde. Je n'ai aucun pote. Pas de pognon, pas de bagnole. Pas de permis. Et de toute façon, si j'en avais un, j'aurais rien à foutre. Je me retrouverais avec une bande de petits branleurs. Avec un peu de veine, je me défoncerais aux jeux vidéo, je fumerais un joint et je serais aussi débile que toi. En fait, il n'y a plus rien à faire nulle part. Tous les bons coups ont été tirés par les autres, toutes les grandes Les idées sont complètement usées. On en a fait des parcs d'attractions. Je trouve pas ça très réjouissant de devoir faire sa vie au milieu d'une époque, d'une décade qu'on a rongée jusqu'à l'os où personne n'a plus d'exemple à suivre et plus rien à espérer. C'était profond. Donc, Pump Up the Volume, sorti en 1990 et réalisé par Alan Moyle avec Christian Slater, Samantha Mathis, Scott Pauline, Mimi Kennedy, Andy Romano et Annie Russ. Je l'ai déjà dit. Voilà mon film préféré du monde. Voilà le film pour lequel je fais un podcast. Voilà le film pour lequel j'ai certainement changé de caractère. Voilà le film que j'ai vu le plus de toute ma vie.
objectivement, c'est pas le meilleur film que j'ai vu. Je suis conscient de ça. Et il faut être logique. Mais ça, c'est tout à fait personnel. S'il y avait qu'un seul film que je vais voir et revoir, ce serait celui-là. Ne serait-ce que pour sa bande-son de dingue. Sa bande originale, elle est monstrueuse. Bon, je vais faire le résumé pour les gens qui ne connaissent pas et j'espère qu'ils ont envie de le voir. Marc, c'est un étudiant timide, limite très seul. C'est le gars qui a mal au ventre quand on lui parle, mais le soir, il a une radio pirate et il est écouté par toute l'école. C'est le mec le plus cool, tout le monde veut savoir qui il est, mais il reste secret. Et s'ensuit plusieurs histoires dans lesquelles un élève va mourir, va se suicider après avoir parlé à Marc, alors que Marc a essayé de l'aider, mais les autorités vont vouloir éteindre la radio pirate pour en faire un exemple, parce qu'il y a pas mal de radios pirates, ils veulent s'en servir d'exemple, et donc c'est un peu une bagarre entre les autorités et les étudiants qui sont tous derrière Harry Latrick, qui est le surnom de Marc quand il fait son podcast, parce que c'est un podcast. On va aller voir vers quelqu'un qui avait déjà vu ce film, je le savais, donc c'était Tom. Tom, est-ce que tu aimes ce film ? Ouais, j'aime bien ce film. Pareil, je l'ai vu, j'ai dû le voir. J'avais la VHS, donc j'ai dû aussi, je pense, voir ce film au moins une bonne trentaine de fois. Voilà, à partir du moment où il était sorti. Oui, déjà. Et puis oui, parce que le cinéma ça coûte cher, même à l'époque ça coûtait déjà cher. Quand t'as été voir arriver d'un train à Gare de la Ciotat, ça avait coûté combien l'entrée ? Alors l'entrée était à moins de 1 franc, mais 1 franc de l'époque avec l'inflation. Il fallait travailler. Avec l'inflation, il fallait en jeter du foin. C'était régalé quand même. Surtout que la séance n'a pas duré très longtemps, quoi. Voilà. Mais les trains en Gare de la Ciotat, ça dure 4 minutes, quoi. C'est clair. un peu moins longtemps que Pump Pump the Volume. Ouais, j'avais trouvé ce côté anticonformiste, subversif, assez intéressant. Alors en France à une époque on connaissait les radios libres. Aux États-Unis, je sais pas du tout comment ça fonctionnait, quelles étaient les autorisations nécessaires ou pas. A priori, l'histoire qui est racontée donc de Marc, c'est qu'il fait son truc vraiment version pirate et qu'il aimait dans sa ville, quoi, dans sa banlieue. Mais non, c'est hyper intéressant, voilà, d'avoir cette différence entre cet étudiant timide, très introverti, et qui en fait quand il est masqué se lâche complètement, pète totalement des plombs, voilà, dans l'émission qu'il anime. Et puis nous jeunes adolescents qui regardions ce film, voilà, à l'époque, on a été forcément mis en émoi et tout émoustillé par Samantha Mathis qui se met à nu devant nous, voilà, et alors que l'autre il est incapable d'en faire quelque chose derrière, et t'es bien vénère, et tu te dis mais c'est pas possible, quoi, mais qu'est-ce que tu fais, mec, mais attends, ça va pas du tout. Non, le film est plutôt bien, il est pas très long et bien rythmé, franchement ça c'est un très très bon film, voilà, comme toi Chris, pas le meilleur film du monde, mais un film que j'ai repris beaucoup de plaisir à regarder. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et de l'avoir mis dans la liste des films d'aujourd'hui, tu vois, ça m'a permis de le re-regarder. Je m'en suis pas re-regardé d'autres que j'avais encore un petit peu en mémoire, mais celui-là c'était vraiment un plaisir de s'y remettre. Ah, c'est clair. Ah non, moi j'étais Marc, moi gamin. Moi je suis arrivé en école, je sais pas comment vous dites en France, ici on dit école secondaire, collège, le lycée, le lycée. Et j'étais forcé et puis j'avais beaucoup de choses à dire, et j'avais l'impression que si un jour j'avais un micro, des gens ils me trouveraient cool. Et je te rassure, c'est pas le cas en 2024. C'est pas le cas, c'est toujours pas le cas. Et c'est pour ça que j'ai dit j'avais la pression. Je me disais souvent, j'avais beaucoup de choses à dire, puis
j'écoutais des musiques que peu écoutaient, donc tout le monde était du rap et du Benny B à l'époque, et puis moi j'étais assez rock'n'roll, et puis t'as là, bien fait de dissocier les deux. J'ai fait des découvertes dans ce film. Je connaissais pas Leonard Cohen, enfin je connaissais Alléluia ou d'autres, mais ça m'a quand j'ai entendu Everybody Know la première fois, je me suis pris une claque phénoménale. Et donc ce film-là m'a fait un bien fou et voilà, je voulais être Marc. Et est-ce que Storm voulait être Marc aussi? Il m'a fait acheter la petite bite qui sautille, moi, ce film. On l'a tous eu, celle-là. Forcément. Il y avait des magasins qui s'appelaient So à une époque. Oh, putain. Et t'avais toujours des petites merdes à vendre là-dedans. Ouais. Je me suis dit, je suis sûr que je le trouverai là-bas. Oui. J'y suis allé, j'ai trouvé ma petite bite sur patte. Le petit zizi qui saute, celui-là. Le petit zizi qui sautille. Voilà. Donc Storm, est-ce que tu voulais être Harry Latrick aussi? Oui et non. Il l'avait déjà la trick, donc c'est bon. Oui, déjà, voilà. Il s'appelait juste pas Harry. Est-ce que tu voulais pécho Miss Broute-moi, branle-moi? Oui, ça, c'est autre chose, ça. C'est pas fait. Et comment dire? Non, oui, moi j'aime. Alors pareil, c'est un film que j'ai revu là parce que ça faisait vraiment très 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 longtemps que je l'avais pas vu. Et pareil, où je vais être d'accord avec vous. De toute façon, pour le coup, c'est difficile de pas être d'accord sur ce que représente tout ce film. Déjà rien qu'au niveau musique, parce que pareil, moi j'aime beaucoup la musique, donc niveau musique, tu sens que tu rentres dans le, comment dire, dans un tournant au niveau du rock, en tout cas aux États-Unis, parce que quand tu regardes la playlist, tu vas avoir du Sonic Youth, tu vas avoir du Pixies, t'as du Soundgarden, t'as Henry Rollins qui est là, donc tu arrives sur la post grunge. Oui, t'as du Beastie Boys. Et tu rentres vraiment sur le. C'est un film. J'avais lu ça quelque part et je pensais d'accord s'il serait sorti 3-4 ans après, au niveau bande son, ça aurait été un truc de dingue. Parce que t'aurais eu tout le grunge d'époque. Parce que pour moi, ce film, c'est vraiment le tournant de la rébellion, et que t'auras eu aussi bien au niveau des jeunes, des ados, qui comme disait Thomas, le nom conventionnel, tout ça, la rébellion que tu vas retrouver au niveau musique, où tu sors du hard rock classique, enfin si on reste dans la période rock, hard rock classique, glam rock, tous ces trucs-là, où là tous les jeunes se sont dit non, vos trucs de boomer c'est de la merde, nous on veut notre zik à nous, où le grunge a émergé, donc avec Pearl Jam, Nirvana, tous ces groupes-là. C'est ça. 3-4 ans plus tard, il y avait du Nirvana dedans, c'était sûr. Mais oui, t'aurais eu tout cette période avec même les habillements des gars, quand tu vois les gars, tout, c'est vraiment un film qui a pile un tournant, je trouve, vraiment d'une génération. Pour dire en plus, il sort en 90, donc vraiment sur la bascule des années 80-90. Et c'est un film qui est vachement en avant sur beaucoup de choses. Déjà, sur le suicide, parce que bon, on parle quand même d'un gars qui se suicide dedans, c'est quand même chaud. Il commence à traiter un peu d'homosexualité, ce qui était très compliqué à l'époque, puisque ça a fait beaucoup de pression pour que ça soit retiré du scénario, et donc ça a été refusé, ce qui leur a coûté leur premier producteur. Donc ils ont quand même réussi à retomber sur leurs pattes et trouver des investisseurs, mais au départ ils ont voulu retirer ça du film. Donc je pense que c'est réellement un film qui a amené pas mal de choses pour le coup sur le Teenage Movies. Je trouve presque plus important que Gris, ça c'est sûr, et même que Breakfast Club perso. Et il me semble qu'en plus important. Il me semble que malheureusement, il est pas si connu que ça, en fait. Non, parce qu'il a été classé R aux États-Unis. Ah, il est sorti R. Ouais. Ah, ouais. Donc ça y a complètement coupé l'herbe sous le pied au film, et il a fait sa notoriété, mais vraiment. C'est dommage. Tout ça juste pour une paire de nibards. Il n'y a pas que ça. Je crois que le vocabulaire. Il y a le vocabulaire, le discours, et puis tout ce qui a trait au suicide est peut-être pas non plus. Oui, ça. Je te dis, l'homosexualité, ça plaisait pas. Clairement aussi. Pas à cette époque-là. Et d'ailleurs, j'avais vu une anecdote que j'avais relevée sur l'acteur qui joue le jeune gay. En fait, quand ils ont fait des projections de test,
il y avait un acteur et en fait le dialogue entre Harry et puis lui, apparemment ça passait pas bien sur les projections de test, ça passait pas. Et en fait en sortant, un des producteurs, il a chopé un mec qui discutait avec un autre en lui disant moi je trouve que c'est pas trop crédible, machin. Donc apparemment, le mec disait que ça allait pas. Et le gars en question, c'est le jeune gay que tu vois dans le film qui a pris le rôle justement parce qu'il le trouvait il le trouvait plus crédible. Voilà, il a dit on va lui comme ça, lui il va mieux amener le sujet et le dialogue. Oui, bien sûr. Donc, c'est cool, c'est pas mal. Je trouve ça cool. Voilà. Mais un film que j'aime bien, franchement, que j'aime bien. Ah ben, je suis content parce que c'est. Je vais pas vous mentir, si j'ai proposé ce sujet-ci, c'est parce que depuis, ça fait 4 ans que j'ai Keski. C'était très dur de faire de l'insérer dans une émission. Tu peux pas faire un Qu'est-ce qui devient Christian Slater. C'est un peu compliqué. Il y a des bons films quand même. Ouais, Broken Arrow. Mais je crois que ça n'intéresse pas grand monde. Qu'est-ce qui devient Christian Slater, je crois qu'on s'en fout un peu. Surtout, là, je crois qu'on est face à son meilleur rôle. Et de loin. Pourtant, sur ces 10-15 premières années, il a eu des bons films. Oui, Pluie d'enfer, j'aime bien. Mais je crois que là, il était à son top. Dans Pump Up Pluie d'enfer. Ah là, j'avais oublié le bien. Mais c'est vrai que c'est débile. C'est débile au possible, mais c'est drôle. C'est clair. On va voir quelqu'un qui a découvert le film pour l'émission et son avis m'intéresse, et c'est Flo. C'est Jess. Salut Jess. Comme je le dis, allez. Comme je le dis, le saumon à la menthe. Saumon à la menthe, vraiment très très bon. Effectivement, moi j'ai découvert ce film là il y a vraiment pas très longtemps. En même temps, il est sorti en 90, j'avais 1 an. Et la particularité, c'est que en plein milieu du film, j'ai été coupé parce que je t'ai eu au téléphone, Chris. Il y a un connard qui t'a appelé. Un peu, ouais. Et je t'ai donné mon ressenti en me disant, pour l'instant, je suis pas hypé de ouf. J'étais pas à fond, j'étais pas hypé. Et on en était au moment où le gars, on venait de voir, d'apprendre son suicide, etc. Donc j'étais bon, pour l'instant pas terrible. C'est juste le jour, la nuit, le mec parle. Le jour, c'est un introverti et c'est à peu près tout. Oui, c'est Batman et c'est Superman. Il y a les lunettes parce que quand il fait son émission, il n'a pas ses lunettes qu'il porte à l'école. Donc c'est Clark Kent. Ouais, et puis c'est vrai que bête, là tu vois, moi j'ai mes lunettes, je les enlève quand je suis dans la vraie vie, personne me reconnaît. En même temps, c'est du podcast, putain. Mais ouais, au début j'étais et la deuxième partie du film. J'ai dit mais là ça commence quand il commence à prendre à partie un petit peu tous les adultes et tout le corps enseignant du lycée et que ça commence à devenir vraiment vénère. Donc son père travaille dans le conseil du lycée, donc il est au courant qu'il y a un complot où on vire les élèves qui ont des mauvais résultats pour faire monter la moyenne du lycée, que le lycée reçoive des subventions. Et lui, il est au courant de ça, donc ses parents ne savent pas qu'il a une radio, évidemment. Donc lui, il va fouiller dans les papiers. Et lui, il balance toutes les infos à sa radio, ce qui fait que les autorités veulent fermer la radio le plus vite possible parce qu'il balance pas mal de choses importantes. Vas-y, continue. Et puis après, ce que je te disais par contre au téléphone, c'est que je trouve que il y a une touche encore plus authentique que sur Breakfast Club, je trouve. Après, peut-être que ils ont 5 ans de différence à peu près les films là. Je trouve que là, pour moi, on est sur un truc. On n'est pas forcément sur du cliché ou quoi que ce soit, mais on est sur un truc vraiment où l'adolescence pour moi est plutôt pas mal représentée, je trouve. Et au final, non, c'est un bon film. C'est pas le meilleur film, comme vous l'avez dit. Mais même là, en le découvrant maintenant, j'ai pas été déçu. Enfin, au final, la fin du film m'a fait vraiment aimer ce film, alors que au départ, ça partait pas gagnant, quoi. Et c'est sûr que l'adolescence là, enfin l'adolescence ou le passage à l'âge adulte est dépeint, voilà, avec leur travers, leurs problèmes, je trouve de manière beaucoup plus profonde que dans Breakfast Club. Effectivement, leur mal de vivre, leur mal-être. Ouais, cette rage face aux adultes où t'as envie de dire, mais putain, t'étais
t'étais à ma place il y a 15 ans, putain, comprends mes problèmes, tu mais le sais en plus. Il explique quand il parle avec son père à un moment, et sa mère, elle dit ton père, tu crois qu'il était comment quand il était jeune, donc c'est ça. C'est très court, mais moi j'aime bien, c'est la fille parfaite, dans Breakfast Club, là elle en parle, là la fille parfaite à qui on est obligé de parfaite, elle pète un câble, parce qu'elle écoute Harry Latrick, et il lui fait comprendre, arrête d'être ce que tes parents te demandent d'être, et sois toi-même, la fille elle pète un câble. Si tu reprends sur le suicide, c'est pareil, où là dans Breakfast Club, c'est évoqué, et c'est plus un appel à l'aide vraiment, alors que là tu l'as vraiment, quoi, le mec qui est au bout du rouleau et qui se flingue, quoi. C'est ça. Il est plus, il va pas plus sérieux. L'autre, je dirais pas que Breakfast Club c'est sérieux aussi, mais lui il va essayer vraiment d'ancrer son sujet vraiment dans une réalité, quoi, où ça peut arriver effectivement, quoi. Le jeu de Christian Slater quand il apprend le suicide, c'est incroyable. C'est le problème de Breakfast Club, c'est qu'en fait leur mal-être, ils le vivent entre eux dans ce huis clos qui donc n'intègre pas la vie extérieure, alors que là dans Pump Pump the Volume, ils sont dans leur vie à eux de tous les jours, c'est étalé sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et donc effectivement leur réalité qui les fait chier, ils se la prennent en pleine gueule tous les jours, quoi. Et donc tu fais passer des messages beaucoup plus importants en fait, en ayant cette liberté là, que en ayant pris le parti de dire je vais réduire ma timeline à une seule journée, quoi. Et puis on va faire un huis clos en plus. Enfin, grand film pour moi. Qui veut encore parler de ce film? Qui a des choses qui ressent par rapport à ce film? Personne. Non, mais... Non, on a vu des nichons, oui. Oui. Non, là, mais moins dans un film qu'on va traiter. C'est clair. Non, mais on commence encore une fois à voir, puisque le sujet c'est aussi comment est traitée l'adolescence dans tous ces films. On commence aussi à voir un petit peu cette évolution de la société où, l'adolescence, la grande question c'est comment baiser, quoi. Ah oui, là c'est pas encore. Alors effectivement c'est pas encore, mais quand même, mais on commence, tu vois, à avoir un bout de nichon, on commence à questionner la sexualité, on commence on sait que dans les prochains films 26 ans, mais les gens normaux à cet âge-là, ils y pensent là. Oui, mais c'était avec ma tante, donc en plus c'était génial. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là où dans Grise c'était c'est à peine évoqué, c'est effleuré. Après, on commence à y aller de plus en plus et ça commence à devenir entre guillemets de plus en plus graveleux pour finir sur Projet X et super grave et American Pie. C'est pas. On va avoir un basculement sur la prochaine émission. Sur la prochaine émission, c'est basculement total. Là, c'est clair. Du cul. Oui. Buvez du cul. Oui. Je connais ces classiques. Je bois encore du cul. Voilà, écoutez, je vais lire les commentaires pour... Oui, mais qui faisait les commentaires? Je me les suis mis, moi. Non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Vous savez quoi? Il y a aucun 0 étoile, ni 2 étoiles sur Allociné. J'ai dû chercher plus loin. Ouais, il y en a pas. J'ai pas regardé. Ah ouais? Ouais, c'est 5 à 3. Alors là. C'est pourtant, parce que il a 3,7, je crois, mais il a 5 à 3. Il y a 3 commentaires, mais, c'est plus simple, alors. Non, je crois qu'il y a 17, 5 étoiles, un truc comme ça, mais il n'y a pas de 0 et 1 étoile. Il y a un 5 étoiles par un visiteur qui dit, c'est mon film! Celui-là, je l'ai trouvé tout seul, et puis vu et revu, et fait découvrir à beaucoup d'autres. J'avais 12 ans. J'ai découvert le rock grâce à ce film. Leonard Cohen, Henry Rollins, Solin Younes, les Pixies, que du lourd, c'est le team movie. Bien que souvent, vu comme des comédies, celui-là, elle n'en est aucunement une. Des années, j'ai voulu ressembler à Christian Slater, à mettre les mêmes chemises que lui. Je crois que ce film a construit une partie de ma personnalité. Plus de 15 ans après, je pense qu'il véhicule un message encore très très fort, mais plus trop d'un point de vue vestimentaire. C'est Chris qui a écrit ça. C'est ce qu'on disait, tu pourrais vraiment faire une émission parallèle avec la musique sur ces genres de films, c'est un truc de fou. Ouais, non, là, je crois que c'est vraiment un truc de fou. Elle représente tellement les années 90, cette BO est monstrueuse. J'avais le vinyle, le CD, j'avais la totale. C'est incroyable. Je pense que c'est ma BO préférée de film all time. Musique de petite fille.
Voilà. Bah déjà, c'est pas du Hans Zimmer, donc c'est normal que ça se classe un peu. Voilà. Allez, fallait un point Hans Zimmer quand même. Fallait un point Hans Zimmer. Bon, pour trouver un commentaire négatif, j'ai dû aller sur Sens Critics. Il y en avait qu'un de négatif. J'ai dû l'écrire. J'ai dû l'écrire. Donc c'est Fry 3000. Donc c'est un très très long commentaire. Donc je Fry 3000, il a pas aimé. Non, mais c'est peut-être pas lui. Ah, c'est. Enfin, je sais pas. Ce serait étonnant qu'il ait pas, qu'il ait pas le même pseudo sur Twitter. Je sais pas. J'ai vu que, sur Twitter, il avait mis un message comme quoi apparemment il y avait un mec qui se faisait passer pour lui, qu'il fallait faire gaffe. Ah, oui. Bon après là, ça n'a peut-être rien à voir pour le coup, mais. Ok, bon, bah la critique était très très longue, donc je n'ai pris que la fin, qui résume un peu. Donc à la fin, il se fait attraper, mais comme disons Rosa Parks qui s'est fait attraper pour s'être assise dans un bus pour blanc, son geste n'aura servi à rien, car en effet, avant d'être envoyé en prison, il a pu dire à tous ses auditeurs de créer leur station. Oh, que c'est beau! Enfin, ils sont genre une trentaine d'idiots à créer leur station au nom d'émissions plus bêtes les uns que les autres, du genre I am, you are. À mon avis, autant d'écocentrisme étalé sur, oui, c'est du podcast total, étalé sur plusieurs stations ne peut que mener qu'à un petit nombre d'auditeurs chacun, et finalement, chacun va abandonner et oublier d'ici quelques mois leur ancienne idole, Marc. Ah oui, au passage, Marc, ce loser à l'école, s'est trouvé une copine. Oui, c'est n'importe quoi. Le film commence assez bien, mais dès le début de la révolte immotivée, ça m'a horripilé. Malgré leur première apparence, Pump Up the Volume est très débile. Voilà. Donc lui il pense que c'était débile le démarchage de Marc, c'est que il aurait pas dû se trouver de copine et que il ne demande juste aux gens de faire un podcast. Ce qui est non, il a pas compris. Je pense que t'as pas compris non. Je pense t'as juste un message de révolte et de par rapport à ce qui se passe dans le lycée, mais bon, ok, d'accord. Exactement. Bon, cette émission-là, au départ, devait être d'un coup, mais on s'est dit qu'on allait la faire en 2 émissions parce qu'il y avait 6 films et on n'est pas du genre à vous proposer des longs podcasts. Je ne regarde personne, on n'a pas envie de vous proposer des trucs de 5 heures. Donc voilà, on va couper l'émission pour aujourd'hui. Enfin, nous, on va continuer d'enregistrer, mais vous aurez la suite la semaine prochaine où on parlera de Teen Movies, encore. De Teen Movies, toujours. Mais on aura American Pie, on aura Projet X. Super grave. Donc Projet X. On va parler de la mère de Stifler. On va parler de... Il y a des belles anecdotes là-dessus aussi. Voilà, on va parler de caca, on va parler de nichon, on va parler de piscine, on va parler... Je pense qu'on va surtout parler de nichon. Ah, ouais. C'est une émission qui va me plaire, ça. Ah, c'est pour ça que vous étiez réservé sur celle-ci. La deuxième, là, ça va. Sur 3 films, il y a un plan avec une paire de nichons seulement. Alors qu'on sera vachement plus fourni sur les 3 prochains, quoi. Ah, moi j'ai accepté parce que Pump Up the Volume, je crois que c'était un porno, moi. Pump Up le volume ou un truc comme ça, tu vois. Pompe-moi le volume. C'est marrant, c'est que la présentation de l'émission d'après, tu vas voir que c'était plus ou moins ce que tu viens de dire là, là où je te présente. Mais c'est pas grave. Je suis devin. Bon, est-ce que vous avez une promo pour un de vos podcasts, les gars? Ouais. Alors moi avec ma 5h40 collègue Jess, de promo. on a sorti un petit truc à écouter si vous avez un petit peu de temps à tuer, quoi. Donc voilà. Petite pastille. Oh oui, c'est vraiment un petit truc. Ça dure 2 minutes, ça passe comme une lettre à la poste. Allez-y, faites-vous plaisir. En plus, on avait un invité, donc faut y aller. Donc leur invité, c'est Gravelax. Donc si vous voulez entendre Gravelax parler avec Storm et Jess, allez écouter l'épisode. Si vous voulez entendre Gravelax parler. Oui, si vous voulez entendre Gravelax parler. Et Storm et Jess faire. Ah ouais. Ah d'accord. Ah, ouais. Non, d'accord. Mais, voilà. Et là oui, mais. Tout à fait. Ah oui. Je suis sûr qu'il y a des moments j'ai pas parlé pendant 20 minutes. Donc... Et on ne se moque pas parce que Gravelax connaît mon amour pour lui, donc il y a. Non, il est impressionnant. C'est un prix de culture. En fait, tu peux juste l'écouter comme ça. Exactement. C'est clair. Là, il connaît qu'est-ce qui, c'est on rigole, mais que tous ici autour, on le respecte et on l'aime beaucoup. Donc voilà, Gravelax, quand même 5h40 à exagérer. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Ah nous, on ne demande pas, nous.
Nous, on n'a même pas parlé, c'est bon. Vraiment, non, on s'en fout. Ah, mais on fait une autre émission. Il en a rien à foutre. Mais votre épisode, on l'a pubé la dernière fois. C'est pas un épisode, c'est un générique, quoi. Non, alors, là, on enregistre le 9, donc il sort dans 6 jours. Vous sortez c'est déjà le 9e épisode. J'en ai loupé 2 ou 3 alors. Et c'est le 3. Ouais, c'est le 3e. C'est le 3e. C'est le 3e. C'est du racisme. C'est du racisme voilà, à l'état brut. Tu vois, on est raccord avec les résultats des élections européennes. Ah ouais, là, on est ça en va être plein génial. dedans. Ouais. Okay. Racisme. Et les Baby Graveurs, on a sorti début juin sur un film qu'on a regardé et qui s'appelle Hunt, qui est un film coréen. Et aussi de mon côté un autre épisode de Culture Ims. Donc un épisode de Culture Ims, Flo, qui va arriver. Bah écoute, on reparlera dans. Et on en reparlera la semaine prochaine dans la partie 2 des teen movies, parce que je pense que là il sera pas sorti entre l'enregistrement et là où ça va sortir. Je l'aurai pas encore sorti. Ok, parfait. Eh ben les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Nous, on se retrouve tout de suite, mais pour les auditeurs, allez, à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qui vient et la suite de celui-ci. Ciao, ciao. Salut.